Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Nous avons parlé de Joël Aïvor aujourd'hui ce matin, Joël Aïvor qui était devant la chambre d'instruction de la Cour de répression de l'inflation économique et du terrorisme. Vous savez que Joël Aïvor, qui est, en tout cas au départ c'était une question de flagrant délit de crime. Aujourd'hui, Joël Aïvor se retrouve devant la chambre d'instruction de la criette. Wilfried Noumadan, hier, voilà le résultat que nous avons eu. Non, je pense que c'est l'instruction qui continue. Il a été écouté pendant 4 heures de temps, assisté de ses avocats et finalement il est retourné en sa lieu de détention. Sur cette histoire, nous savons que c'est les effets de la crise électorale suite à la présidentielle passée. Donc, bon, osons croire que la situation du professeur Aïvor va évoluer, mais on ne peut pas l'isoler des autres qui sont détenus. Et c'est là que moi je pointe l'efficacité ou non des avocats d'Aïvor. C'est à eux finalement la responsabilité de trouver les failles dans le processus et de trouver les voies de sortie, puisque là où il est aujourd'hui, c'est à la justice de nous dire vraiment si le dossier, dans le dossier il y a des éléments probants et jusqu'où va sa culpabilité. N'oublions pas que c'est un enseignant et que en tant que constitutionnaliste titulaire, on aura besoin de lui dans nos centres de formation. Mais lui-même, il s'est mis dans le pétrin en allant sur le terrain politique. Et quand vous allez sur le terrain politique, Laurent tout à l'heure, laissez d'abord Wilfried finir, on va en parler. Et quand vous allez sur le terrain politique, vous devez accepter que les aléas de la politique vous atteignent. Et moi, je suis vraiment désolé qu'une tête aussi bien faite en soit amenée aujourd'hui à vivre au fond des cachots, loin de ses étudiants. Et je reviendrai après. Je laisse Laurent évoluer d'abord. Laurent, oui, vous voulez dire quelque chose tout à l'heure, je vous sentais donc piaffier d'impatience. Vous voulez dire quelque chose? Je ne comprends pas Wilfried qui parle de quand il s'est mis dans le pétrin en allant sur le terrain politique. Quand on va sur le terrain politique pour parler du développement de son pays, est-ce que c'est se mettre dans le pétrin? Non, il faut qu'on dépasse ce débat-là. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Joël Aïvor a été arrêté pour du flagrant délit. C'est ce qu'on nous avait dit. Et que finalement, après, on dit qu'il faut que renvoie le dossier vers le juge d'instruction. C'est une situation. On a vécu ça. On a vu ce qui s'est passé. On voit encore ce qui se passe. On a vu ce qui s'est passé hier. Je voudrais juste dire une chose. On ne peut pas continuer à penser que quand quelqu'un vient en politique, il se met dans le pétrin. Il faut travailler maintenant à ce que nous puissions ensemble nous regarder en face, nous parler. Quand on veut parler de développement, parlons de sincérité, parlons de développement. Je crois que le Joël Aïvor aujourd'hui n'a pas sa place en prison. C'est mon avis. Écoutez, moi c'est mon avis. Les preuves nécessaires de son inculpation, je dirais, qu'il n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés, comme si vous aussi, puisque tout à l'heure vous avez parlé de recherche, je ne sais pas si ce terrain-là, vous avez fait aussi des recherches avec le juge d'instruction. Donc, quand vous dites qu'il n'a pas sa place là-bas, c'est comme si... Écoutez. Non, ce que je dis, j'assume, hein, ça vient de moi et puis j'assume. C'est pour vous dire quoi. Moi, je vous dis clairement, au-delà de tout, et je l'ai toujours dit à chaque fois que j'ai l'occasion, si le chef de l'État a un pouvoir de prendre une décision, de sortir ceux qui ont été en prison, dans le cas des élections, s'il a un pouvoir de le faire, de les sortir de prison, pour qu'on se retrouve autour de la table de négociation, qu'il le fasse. Dans la même période où on faisait l'élection au Bénin, où des gens étaient mis en prison, dans la même période au Congo, Sassou Nguesso a enfermé des activistes politiques dans son pays. Mais après 125 jours, a pris la décision de les sortir de prison, de les libérer. Au-delà de ce qu'on leur reprochait. C'est pour vous dire quoi? Il y a possibilité qu'on sorte ces gens de la prison parce que... Attendez, ce pourquoi on ne s'entendait pas, c'était quoi? C'était les élections. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On a vu Joël Aïvor dans son combat de 5 ans, c'est 5 ans. Après, il a été accusé de blanchiment d'argent au-delà de tout. On a vu le combat de Ricky Amadou, on a vu le combat de Joseph Tamayo et autres.
Leur problème, c'était les élections de 2021. Peut-être dans une certaine mesure, ne pas voir Patrice Talon candidat ou rempli. Une fois que Patrice Talon a été réélu, ça c'est déjà du passé. Et ça relève du passé. On peut trouver un terrain d'entente. On peut trouver le président de la République, le premier magistrat, n'oubliez pas ça. Le premier magistrat, le président de la République est une institution. Et donc au-delà de tout, il a la possibilité, j'insiste là-dessus, il a encore la possibilité. Je ne sais pas. Vous allez parler de grâce ou d'amnistie parce que nos auditeurs auditrices veulent savoir par quelle manière. On me dira que tant qu'ils ne sont pas condamnés là, on ne peut pas amnistier ni gracier. Je suis d'accord. Mais dans une certaine mesure, nous sommes en face des problèmes politiques qui ont engendré cela. On peut régler ça politiquement. J'insiste là-dessus. Je ne parle pas de grâce. Vous parlez de... Donc c'est une affaire politique, vous estimez, c'est ça? Écoutez, qu'est-ce qui a amené Ricky à faire le combat? C'est la politique, non? Qu'est-ce qui a amené Joël Ivoire à dire 5 ans, c'est 5 ans? C'est pas la politique. Donc il y a des affaires politiques devant les tribunaux. C'est ce que vous dites? Écoutez, prenez ça comme vous voulez. Mais moi, j'ai ma position, j'ai mon opinion sur la question. Il y a possibilité. Le premier magistrat de ce pays peut trouver des mécanismes de ramener la balle à terre pour qu'on s'entende et qu'on s'assied autour d'une table pour discuter de développement. Je ne sais pas, nos auditeurs auditrices ne sont pas dans le secret des dieux pour pouvoir savoir les mécanismes dont parle Laurent Antoine. Je ne sais pas si Wilfried ou madame, vous aussi, vous vous retrouvez dans la question ou bien dans le mécanisme dont parle Laurent Antoine. Pas du tout. Le dialogue est possible en politique, mais il y a des conditions au dialogue. Et il faut voir. Je pense que Laurent est en train de passer au-delà de quelque chose d'essentiel que lui-même il connaît, c'est de dire ou de dénoncer l'état de la classe politique béninoise, surtout de l'opposition. Le combat politique dont on parle, c'est un combat noble. Et moi, je condamne à nouveau que Joël Aïvo, par exemple, se soit mis dans cette situation. Qu'il ne fasse pas de ses avis, qu'il ne soit pas d'accord, c'est un fait. Mais quand vous rentrez dans le jeu politique et vous dites par exemple à la veille des élections qu'on fera tout pour empêcher cette élection, que les élections n'auront jamais lieu et qu'on va enflammer et que vous faites tout pour mettre les jeunes dans la rue, pour perturber le processus électoral, attendez-vous à ce que les gens prennent des mesures contre vous. Attendez. On peut critiquer, on peut faire de l'opposition, mais il y a qu'il faut avoir de la mesure aussi dans ce que l'on fait. Et au-delà, c'est la stratégie qui leur a manqué. C'est la stratégie qui leur a manqué. Moi, je l'ai dit il y a une semaine à ce micro, que notre opposition a présenté un visage qui était vraiment irresponsable. Et ils ont voulu perturber le processus. En fait, quand vous avez laissé un code électoral que les gens ont voté et qui a été promulgué, et vous laissez les dispositions là-dedans, et vous revenez 2 ans, 3 ans après pour pouvoir remettre, c'est pas responsable. Où étiez-vous jusqu'alors? Donc, ça c'est un fait. Maintenant, voilà que est-ce qu'il faut que, si je suis la logique de Laurent, le président de la République place au-delà de la justice de notre pays pour pouvoir faire jouer sa position de premier magistrat? Je pense que c'est pas responsable. C'est à la justice de nous dire aujourd'hui si Joël Aïvo doit être libéré et que si le dossier est vide, on le libère demain. Voilà. Du moins, si nous voulons faire de ce pays un état de droit, il faut que chaque institution soit respectée. Donc, c'est à la justice et aux magistrats et aux juges de nous dire, en fait, est-ce qu'on a eu tort de les amener là? Ils n'ont rien fait, ils ne sont coupables de rien. Ce qu'on leur reproche, c'était du vide. Donc, on les libère. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Vous savez, je ne suis pas en train de forcer la main de Patrice Talon. Mais je sais, et que Patrice Talon même sait, s'il nous suit, il sait qu'il est capable, il a la possibilité de sortir. Comment? Mais expliquez cela à nos amis. Le comment je ne vous dirai pas. Le comment je ne vous dirai pas. Mais au-delà de tout, je voudrais qu'on se dise la vérité en face. C'est pas parce que Joël Aïvo allait en politique
qu'il faut penser que aller en politique, c'est se mettre en difficulté. Je vous en prie. Je vais vous poser une question inversée. Quand vous dites que c'est pas parce qu'il est allé en politique, est-ce que c'est parce qu'on est professeur d'université qu'on est nickel devant la justice? C'est ce que je voudrais dire. Je n'ai pas dit que Joël Aïvo est nickel. Mais vous avez dit tout à l'heure. Non. Vous avez la certitude que dans ce dossier-là, on n'a rien à lui reprocher. Vous l'avez dit. Vous avez dit que. Est-ce que j'ai dit? Non. Vous parlez de certitude tout à l'heure. Non. Alors, restituons les choses. Restituons les choses. Je n'ai jamais dit que j'ai la certitude qu'on n'a rien à lui reprocher. Voilà. Attention, je n'ai jamais dit ça. Et je ne le dirai jamais d'ailleurs. Parce qu'en fait, déjà, c'est une avancée. Donc, qu'on ne veuille pas, chaque acteur politique a quelque chose à se reprocher. Voilà. Et celui qui est au pouvoir, on ne peut pas l'affronter. À un moment donné, il faut se dire la vérité. On peut l'affronter, mais... Attendez. Laissez-moi finir. On ne peut pas l'affronter sur un certain nombre de leviers parce qu'il a pratiquement tous les pouvoirs. Du point de vue constitutionnel, il a tous les pouvoirs en main. Il peut faire de vous ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, aussi pour rejoindre aussi quelque part Wilfried, c'est que les acteurs politiques d'opposition ont mal pris le combat à un moment donné. Ils ont mal mené leur combat. Et ça leur est tombé dessus à un moment donné. Mais je dis au-delà de tout, même si on a des choses à reprocher à Rekia aujourd'hui, même si on a des choses à reprocher à Joël Aïvo aujourd'hui, je dis, trouvons le mécanisme de faire table rase du passé et évoluer. Apparemment, vous voulez donc marcher sur la séparation des pouvoirs de Montesquieu. Non, pas du tout. Pas du tout. Je comprends la position de Laurent. Je pense que vous ne comprenez pas ma position. Non, Laurent. Moi, je ne défends pas une cause perdue. Je dis au-delà de tout, on peut leur reprocher des choses, mais trouvons le mécanisme de passer le chiffon sur ce qui est passé et évoluer. En attendant, c'est-à-dire que quand vous dites ça, qu'il faut trouver un mécanisme, c'est que je pourrais vous demander si on trouvait aussi ces mécanismes à d'autres prisonniers, parce que il n'y a pas nécessairement. Pourquoi vous militez parce que je ne milite pas. Non, ce que dit Laurent. Je ne milite pas pour Aïvo, je ne milite pas pour Rekia. Je ne suis pas militant d'ailleurs de leur parti politique. Je n'ai aucun lien avec eux. Et je n'ai même pas leur contact à l'heure où je vous parle, je n'ai même pas leur contact. D'accord? Je connais des gens qui travaillent avec eux, qui sont proches à eux, mais de tout au-delà de tout. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un parmi eux et je ne sais pas si je vais les rencontrer même un jour. Ce que je dis, j'évoque un problème qui pourrait nous aider à aller à la table de négociation, de discuter développement de ce pays. C'est de ça qu'il est question. Au-delà de ça, je n'ai pas d'intérêt dans ce que je dis. Je dis une chose. Maintenant, s'il faut que la justice aussi accélère le dossier, je voudrais implorer la clémence de la justice ce matin pour dire pardon, allez très vite dans le dossier, et s'il y a lieu de les culpabiliser, s'ils sont coupables, dites-nous qu'ils sont coupables. S'ils ne sont pas coupables, innocentez-les et déclarez un non-lieu, et pour que le chef de l'État ait les coups de franche pour les sortir de là, même si c'était que vous étiez coupables, que le chef de l'État essaie de voir s'il y a la possibilité de passer le chiffon sur certaines erreurs et de les sortir de là. C'est de ça qu'il est question. Je ne force pas la main à la justice et je ne force pas la main au chef de l'État, mais je dis une chose. Votre plaidoirie ce matin, j'espère que les amis auditeurs auditrices aussi comprennent notre plaidoirie. Wilfried Ndombada, il y a Laurent qui parlait du temps de la justice, il faudrait qu'il ait une accélération. Est-ce qu'il ne faut pas plaider généralement, il ne faut pas plaider pour tout le monde, pour tous les prisonniers? C'est pas parce que ce sont eux qui sont des prisonniers politiques qu'on va dire qu'il faudrait que la justice accélère, quand on sait que le temps de la justice a toujours été... Aujourd'hui, je rectifie pour dire aujourd'hui, il y a une certaine célérité au niveau de la justice. Ça, il faut l'avouer. Je ne suis pas là pour dire que la justice est lente, non. Il y a une certaine célérité. Mais ce que je dis, c'est-à-dire, et quand on a commencé à parler de Joël Aïvo ici, mais aujourd'hui, je parle de Rekia. Ils ne sont pas les seuls, ils sont un certain nombre de personnes. Et en parlant même de ça, je plaide même pour ceux qui sont en exil, qu'on trouve un mécanisme pour qu'ils rentrent au pays, qu'on s'assied autour de la table de négociation, qu'on parle développement du Bénin. C'est ça qui compte après. Le développement du Bénin, le chef de l'État l'a bien sûr précisé lors de son discours à l'investiture, qui parle donc du développement de cette nation, et que tous les fils et filles de ce pays doivent se mettre ensemble pour le développement. Nous allons voir les tout prochains jours comment les choses vont se passer. C'est vrai. Je dis simplement que le pardon est possible, le dialogue est possible par rapport à ce que Laurent disait tantôt. Mais il faut que ceux qui sont dans la situation en éprouvent le besoin et qu'ils fassent la demande. C'est de leur attitude que viendra le pardon de haut. Puisque il ne faut pas oublier, les maisons étaient incendiées. On en parlera. Un autre jour. Il y a le Bénin qui se conforme donc à la réglementation, à la recommandation de l'UEMOA. Laurent Tony, enfin on dira.
Oui, il n'est jamais trop tard de bien faire. Le gouvernement, finalement, quand vous regardez un peu, vous écoutez un peu nos compatriotes qui quittent l'extérieur pour venir au Bénin, et toute la souffrance qu'ils ont, la souffrance financière qu'ils ont quand ils doivent venir au pays et quand ils doivent repartir, je crois que il est temps d'agir et de se conformer à la réglementation de la sous-région. Il faut rappeler que au départ de Cotonou, il fallait payer 50 000 francs et donc au retour, il fallait payer aussi 50 000 francs pour les tests. Et il y a même un autre aspect de la question qui était parfois ignoré, c'est-à-dire que quand vous quittez un pays c'est que vous devez venir au Bénin, que même si vous avez fait le test là-bas, que vous venez à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, vous devez faire le test à 50 000 francs et au retour vous devez faire 50 000 francs. Ça veut dire que quoi? En venant ici, vous faites 3 tests fondamentalement. Donc, alors que quand vous quittez le Bénin ici, avec un test, vous allez dans les autres pays, on ne vous exige pas un test. Donc, il y a que les Béninois ou ceux qui doivent venir au Bénin saignent financièrement pour pouvoir faire face à cette situation. Aujourd'hui, le gouvernement décide finalement, et je dirais enfin, de se conformer aux dispositions qui ont été prises au niveau de l'UEMOA. C'est une bonne nouvelle. Ça va un temps soit peu soulager nos compatriotes qui voyagent, parce que il n'y a pas que des Béninois qui sont là, il y a ceux qui veulent, qui doivent sortir de ce pays pour aller faire leurs activités, leurs affaires. C'est une bonne nouvelle. Et on ne peut que dire merci au gouvernement. Même si en réalité c'est venu tard, on leur dit merci. Et on souhaite que dans les prochains dossiers, dans les prochaines situations qui peut-être se présenteront au Bénin, que le gouvernement du Bénin soit proactif sur ces décisions-là, se conforme rapidement aux dispositions de la sous-région pour soulager la peine de ses compatriotes. Voilà, merci à vous, Laurent Toniquès. Vous parlez d'un soulagement pour les différents compatriotes, les concitoyens, les citoyens et concitoyennes de cette République. Wilfried Nombadan, désormais, les coûts sont connus, le Bénin se met en règle par rapport à la recommandation de l'UEMOA. Oui, c'est une véritable bonne nouvelle parce que ça va apporter de l'eau au moulin de ceux qui se plaignaient tant, surtout ceux qui voyagent beaucoup. Vous savez, la perception qu'on a du Covid-19 est selon les cas. Nous qui sommes actuellement dans la capitale, nous percevons autrement. Ceux qui sont au Bénin, ceux qui sont à l'extérieur du Bénin, le Covid a vraiment impacté les activités. Donc les gens qui rentraient de vacances et qui faisaient les allées-venues trouvaient vraiment exorbitant le coût. Maintenant, à l'époque, on avait interrogé les gouvernants béninois qui disaient que bon, ce coût-là était justifié par où eux ils achetaient les matériaux pour faire le test. Donc, toujours est-il dit, il y a une avancée, on s'en réjouit et on espère que ça va rester tel quel et puis on verra les jours à venir. Est-ce que le gouvernement béninois n'a pas attendu longtemps avant de pouvoir faire cela? Est-ce que ce n'est pas un retour sur investissement qui aurait obligé le gouvernement béninois d'agir de la sorte? Il n'est jamais tard de bien faire. Finalement, le gouvernement a pris la bonne décision qui soulage les populations, qui soulage les citoyens du Bénin qui doivent voyager, même les citoyens d'autres pays qui doivent venir au Bénin. Ça soulage, c'est une bonne décision. Mieux vaut tard que jamais. Apprécions et puis oublions le passé. Continuons carrément, je pense. Oui, mais est-ce que quand vous dites que c'est une mesure qui vient soulager, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez précisé, vous l'avez même réitéré, la seule chose que les auditeurs et auditrices veulent savoir, quelles sont les raisons qui ont motivé ce retard du Bénin. Et donc je vous posais tout à l'heure la question. Oui, mais justement, Wilfried a bien dit tout à l'heure que à l'époque, le gouvernement avait dit que là où, en tout cas, ils achetaient les intrants par rapport à cette situation, au test Covid-19, que c'est compte tenu de cette situation que le coût était comme ça. C'est vrai qu'on a vu des voix se sont levées pour dénoncer le fait. Et donc aujourd'hui, si le gouvernement finit par revenir à appliquer cette décision de l'UEMOA, je crois que au-delà de tout, c'est parce que peut-être que ces voix qui se sont levées ont réussi à convaincre le gouvernement ou bien à amener le gouvernement à prendre cette décision. Donc moi, je crois qu'au-delà de tout, même si c'est tout, comme vous le dites, si c'est pour un retour sur investissement, bon, alors admettons peut-être que si c'est un retour sur investissement, ils ont fini de faire, je dirais, en tout cas, les bénéfices. Le bénéfice peut-être. C'est la nation parce qui gagne. Non, je ne fais que dire ce que vous me faites dire, justement. Non, je vous ai juste demandé, est-ce que c'est pas un retour sur investissement? Non. Au-delà de tout, disons la vérité, c'est pas un retour sur investissement. Vous savez, le gouvernement qui est en place a décidé
faire les choses comme bon lui semble. Vous avez, on entend souvent dire, le gouvernement de notre pays dit que le Bénin est un pays souverain, un État souverain. Donc les décisions qui sont prises au Bénin n'engagent que le Bénin et c'est les dirigeants qui assument. Ils ont assumé jusqu'à un moment donné. Je ne pense pas que ce soit une question de retour sur investissement. Au-delà de tout, je crois que ce n'est pas les moyens pour ça qui manquent. Juste que c'était peut-être une politique propre au gouvernement. Enfin, ils ont soulagé les populations. Remercions-les et puis continuons. Remercions-les et puis continuons, c'est ça aussi de votre côté. Non, je pense que Laura a mis le doigt sur l'essentiel. Ce qu'il faut souligner dans cette histoire, c'est la posture et l'attitude du gouvernement qui a été de bout en bout responsable face à la crise. Donc, ils ont, à l'époque, pris les taureaux par les cornes. Ils ont dû fermer pas mal de lieux, même jusqu'aux églises, ce qui a fait que la pandémie n'a pas vraiment pris au Bénin. Donc, après, il y a eu cette histoire de vaccination et tout ce qui est fait. Donc, c'est un épiphénomène, le prix des tests Covid. Donc, c'est... Ceux qui voyagent beaucoup, attention, c'est pas un épiphénomène. C'est ceux qui voyagent beaucoup qui sont les plus indexés. Donc ceux qui ne voyagent pas et qui ont pris les dispositions pour rester à carreau, et surtout ceux qui ont pris les vaccinations, ils sont aujourd'hui soulagés. Donc pour le moment que le gouvernement baisse la tension, non, on les attend. On posera certainement la question d'ici là au porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce qui a justifié cette baisse? Mais en attendant, c'est une satisfaction. Qu'ils ont engagé des moyens nécessaires pour pouvoir donc s'approvisionner en matière de ces intrants-là. Et donc, vous savez, quand l'État fait sortir les moyens, il faudrait que l'État vive. En réalité, Laurent Toyinkès. Oui, mais au-delà de tout, quand vous dites qu'il faut que l'État vive, il y a des structures qui financent le gouvernement, tous les gouvernements du monde en matière de... Est-ce que c'est suffisant? De riposte contre la COVID-19. Si ailleurs, les gens n'ont pas dit que c'est insuffisant, je ne pense pas que ce soit au Bénin que ce soit insuffisant. Mais vous aussi, Laurent, vous avez remarqué qu'à un moment donné, les gens, il y a d'autres pays qui enviaient le Bénin dans son initiative. Non, le Bénin était envié par rapport aux dispositions qui ont été prises, pas par rapport aux tests Covid-19 à l'aéroport. Ça fait partie des dispositions. Non, attention. Parce que à ce niveau, quand Wilfried disait tout à l'heure un épiphénomène, je dis attention, c'est pas un épiphénomène. Parce que quand vous êtes un homme d'affaires, que vous devez sortir du Bénin 6 fois dans un mois au Bénin, c'est que les 6 fois que vous sortez, vous payez 50 000 francs fois 6, et les 6 fois que vous devez revenir, vous devez payer 50 000 francs fois 6, ça va être 300 000 francs. C'est une contribution à la caisse de l'État. Non, pas attention, il faut qu'on arrête un jour. De toute façon, le gouvernement a fini par prendre la bonne décision. Mais finalement, pour dire quoi, les bonnes décisions sur lesquelles le gouvernement a été apprécié, c'est que l'une des grandes mesures, c'était le cordon sanitaire qui a permis de ne pas, je dirais, qui a empêché la propagation, oui, à l'échelle nationale de la COVID-19 à un moment donné, et un certain nombre de dispositions, les bars qui ont été fermés, les églises qui ont été fermées à un moment donné, pour pouvoir essayer de maîtriser la pandémie sur notre territoire. C'est autant de décisions pour lesquelles le Bénin était envié. Sinon, qu'en réalité, en matière de tests Covid-19 et autres, le Bénin n'était pas pour autant envié, parce que tous ceux qui quittaient d'autres pays pour venir au Bénin décriaient la situation. Laurent, ce qu'il faut, il y a deux choses à faire sortir dans cette histoire. Est-ce qu'à un moment où la crise était à sa pointe, on devrait faire confiance aux tests d'ailleurs nécessairement? Et tantôt, Laurent même évoquait dans ses propos la souveraineté de l'État. Il y a une maladie grave qui contamine. Et on se rappelle au début, il y a une pique due à ceux qui revenaient de vacances. Et il fallait que le gouvernement adopte cette attitude-là pour pouvoir contrecarrer, pour pouvoir maintenir la crise. Mais il y a un second élément. Peut-être c'est là que le point se joue. Il y a différents tests de Covid. Il y a différentes sortes de tests de Covid. Voilà. Donc, et je pense que les coûts sont proportionnels à la qualité des tests en jeu. Donc, il faut voir sous cet aspect-là. Toujours est-il, ils se sont adaptés à la réglementation de l'UEMOA aujourd'hui. Disons, ouf, on va voir ce qui va... Attention, quand vous dites qu'on ne peut pas totalement faire confiance aux tests qui viennent d'ailleurs, si les autres pays font confiance à vos tests ici, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de croire à la fiabilité? Vous imaginez... Attendez, vous imaginez que vous remettez en cause un test qui a été fait en France, quelqu'un qui quitte la France, vous remettez en cause ce test, vous êtes obligé de lui faire un test à Cotonou, vous pensez que... Attendez, et donc vous voulez me dire qu'un test qui a été fait en France
ou bien aux États-Unis, ce test n'est pas pour autant fiable par rapport au test du Bénin. Je ne voudrais pas qu'on aille sur ce terrain. Le plus important pour nous, le gouvernement a pris la bonne décision. Applaudissons, encourageons-les, allons de l'avant. Vous savez que aussi, est-ce que les tests aussi ne relèvent pas des questions de souveraineté? C'est chaque État. C'est vrai que les différents, je dirais, dispositifs, je dirais même que les différents dispositifs de tests que le Bénin avait eu, le Bénin a le libre choix, parce que c'est une question de territoire, de souveraineté nationale. Vous ne pensez pas que si vous avez voyagé dans la période et que vous avez payé le test à Cotonou, oui. D'accord, vous avez fait le test, vous avez payé, et oui. qu'à l'aéroport de Ouagadougou ou bien de Dakar, vous allez là-bas et qu'on vous fait encore le test et qu'on vous fait payer, et que de retour de là-bas, on vous fait payer là-bas et qu'on vous fait payer encore à Cotonou, vous auriez compris ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire ce que je dis, c'est au-delà de ce que j'ai. Je reconnais que le Bénin est un pays souverain, mais dans une certaine mesure, cette affaire de test PCR où on devait payer doublement ou bien 3 fois, ça a fait saigner des citoyens béninois ou bien des citoyens d'autres pays. Et donc aujourd'hui, cette décision arrange, ça soulage. Fermez les yeux sur le passé, évoluons. Nous allons passer donc à ce que le journal Le Quotidien de l'abattoir a écrit: le vaccin Pfizer administrable aux enfants de 12 à 18 ans. Wilfried Nombada, c'est une évolution ou quoi? Non, je connais pas le Pfizer, je suis pas médecin. Je sais que c'est disponible au Bénin actuellement, donc c'est aux médecins de nous dire pourquoi 18-12 ans. Je n'en sais pas plus. Ce qui est sûr, c'est un nouveau vaccin qui s'ajoute au lot qui existait déjà au Bénin. Donc c'est un plus. Oui, comme nous lisons le communiqué du ministre de la Santé, le communiqué précise: le ministre de la Santé informe la population que le vaccin Pfizer est désormais disponible sur les sites de vaccination dédiés contre la COVID-19. Par ailleurs, il tient à préciser qu'en plus des personnes âgées de 18 ans et plus, le vaccin Pfizer peut également être administré aux enfants âgés de 12 à 18 ans. Le ministre de la Santé invite toutes les personnes désireuses de recevoir le vaccin Pfizer à se rapprocher des sites de vaccination de leur localité ou d'appeler le 136, appel gratuit, pour de plus amples informations. Ensemble, vaccinons-nous pour nous protéger et protéger les autres. Laurent Tony Nkes, de 12 ans à 18 ans désormais. J'ai lu le communiqué et moi je me dis, mais qu'est-ce qui nous presse? Qu'est-ce qui oblige à demander désormais qu'on en arrive à vacciner nos enfants de 12 à 18 ans? Moi, j'ai une fille de 14 ans. J'ai un enfant, c'est vrai qu'aujourd'hui, mais je ne suis pas prêt à ce qu'on lui administre ce vaccin. Parce qu'avec tout le débat qu'il y a eu autour de ce vaccin, aujourd'hui, moi, j'ai fait la vaccination. Il ne faut pas qu'on pense que je n'ai pas fait la vaccination. Vous êtes même venu avec votre passe vaccinal. Je suis avec mon passe vaccinal voilà. Pour dire que je ne suis pas contre la vaccination. Mais au-delà de tout, épargnons nos enfants de cette situation d'abord. De quelle situation parlez-vous? Cette situation de vaccination, épargnons nos enfants de cette situation. Vaccinons, demandons à ce que les grandes personnes se fassent vacciner. Et après, on verra dans le temps s'il faut vacciner nos enfants ou pas. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qui nous oblige aussi tant pour qu'on sorte une décision ou bien un communiqué pour demander à ce que... Et là, ça va devenir encore une autre pression plus tard. Parce que quand ça commence comme ça avec la douceur à un moment donné, on va en arriver à demander à ce que on vaccine tous nos enfants dans nos écoles. Non, moi je ne suis pas d'accord pour cet état de choses. Je suis prêt pour la vaccination. Qu'on l'administre pour les personnes âgées, qu'on laisse nos enfants en dehors de cette situation de vaccin d'abord. Avec le temps, on verra. Les enfants prennent déjà... Il y en a qui ont déjà pris tout le temps la polio, le vaccin contre la polio. Il y a d'autres vaccins qui prennent quand les enfants naissent. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pour la COVID-19, aujourd'hui, on est si pressé et on veut déjà administrer ça à nos enfants? Je crois qu'il va falloir revoir les choses. Allons mollo. Ailleurs, les gens bien ficelés, les sages, pour avoir le vaccin. Encore que le vaccin Pfizer, ce que vous ne savez pas, c'est que si on doit vraiment parler de vaccin, à un moment donné, certains refusent de prendre. Moi, j'ai pris la vaccination, j'ai fait la vaccination. Je vous ai montré mon carnet tout de suite. Le vaccin Pfizer, c'est 2 doses. D'accord? Oui. Il y a un débat qui a cours actuellement en Europe où ils sont en train de dire, est-ce qu'il ne faut pas aller à 3 doses pour le vaccin Pfizer? Alors, dans ces conditions, vous voulez que moi, j'amène ma fille prendre
2 doses et que demain qu'on lui dise que c'est 3 doses, alors qu'il y a tout un débat autour de ce vaccin. Mais les enfants fréquentent les différentes écoles. Ça peut être une terre fertile de propagation. Je ne dis pas non, mais la première chose qu'il faut faire aujourd'hui d'abord, c'est de mettre à la disposition de toutes les écoles les dispositifs de lavage de mains, de mettre à la disposition de nos enfants des cache-nez, les sensibiliser suffisamment pour le moment. Ça se fait déjà, non? Mais écoutez, combien d'écoles, si vous sortez de ce studio, allez faire le tour des écoles de la Papa ici, pour me dire dans combien d'écoles vous avez vu les dispositifs de lavage de mains, surtout les écoles publiques, et combien d'élèves ont porté le masque en situation de classe. Et venez, la faute est à qui? Aux responsables de l'administration ou bien... Écoutez, plutôt que de demander à ce que nos enfants aillent faire la vaccination, penchons-nous sur cette question. Les bonnes volontés qui nous écoutent ce matin, allez donner des dispositifs de lavage des mains dans nos écoles, allez donner des masques à nos enfants et épargner nos enfants de cette question de vaccination d'abord. Wilfried Nombadang, c'est la position de Laurent Tominkès sur la question. Lui, il pense qu'il faudrait nécessairement donc mettre à disposition de différentes écoles les dispositifs de lavage des mains et de distribuer les masques au lieu d'appeler donc les enfants qui ont 12 ans, à partir de 12 ans, d'aller se faire vacciner. Êtes-vous du même avis? Non, je pense que Laurent a une position responsable sur la situation. Il ne faut pas que on s'amuse avec cette histoire de Covid ni de vaccination, parce que ça n'a pas tout le monde n'est pas d'accord avec, mais on est obligé de faire avec. C'est pour ça qu'on appelle tout le monde à se faire vacciner. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une responsabilité des gouvernements actuels qu'il faut essayer de repréciser. Quand vous avez lu tantôt ce communiqué, moi je suis resté un peu pantois là-dessus. Ce n'est pas à la population d'aller choisir de dire que je vais faire tel ou tel vaccin. Normalement, c'est aux médecins de voir par rapport à l'état de santé, bien évidemment, des gens et de leur proposer l'état clinique de l'individu et de lui proposer le vaccin plus ou moins idéal. Encore que le vaccin n'est pas adapté à toutes les situations. Quand vous êtes déjà malade et vous êtes infecté à un état avancé, il n'est pas conseillé de se faire vacciner. Donc, il faut que les pouvoirs publics prennent autrement la responsabilité. Et je crois que ce que Laurent propose, c'est déjà salutaire de remettre en jeu les gestes barrières, le respect des gestes barrières, c'est-à-dire et de mettre à la disposition de chaque école le minimum nécessaire pour épargner les enfants de la pandémie. Et au-delà, tel ou tel vaccin, c'est aux médecins. Moi, quand je voulais me faire vacciner, j'ai eu la chance d'être devant un médecin qui m'a posé les bonnes questions. Vous souffrez de quoi? Vous avez quel problème? J'ai dit ça. Et à la fin, on m'a dit, vous avez le choix entre ça et ça. J'ai dit, donc, je prends ça plutôt. Donc, je crois que c'est de ça qu'il va falloir s'occuper et faire de la sensibilisation autour pour que un individu lambda ne se lève pas et rentre dans un centre de vaccination et dit faites-moi ça ou donnez-moi Pfizer ou je sais pas quoi, Johnson et Johnson, Sinovac et consorts. Il y a eu des excès, il y a eu des cas de complications. Et c'est dû à ces petites négligences-là. Et il faut que... Vous parlez de négligence. Est-ce que vous supposez qu'il y a un péché communicationnel autour de la question quand vous parlez de l'état clinique de l'individu ou bien de celui qui veut, du citoyen qui veut se faire vacciner? Parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il faut poser d'abord ces diagnostics-là afin de savoir quel vaccin il faut administrer. Non, moi je ne parlerai pas de péché communicationnel parce qu'en fait le gouvernement a suffisamment communiqué là-dessus en disant ceux qui ont des antécédents sanitaires n'ont qu'à aller faire des tests, en tout cas des examens pour savoir ce dont ils souffrent avant de prendre le vaccin. Donc je crois que sur cette question, le gouvernement a fait le nécessaire et donc chaque citoyen a l'obligation d'aller vérifier son état de santé et avant d'aller se faire administrer un vaccin. Mais ce que je dis, et j'insiste là-dessus, je ne dis pas que nécessairement il faut qu'on choisisse des vaccins pour les citoyens, mais ce que je dis, pour nos enfants, il faut épargner nos enfants de ce débat de vaccin d'abord.
Mais ailleurs, ça se fait, non? Après, non, après... Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de la France, mais quand il s'agit de vaccins... Non, vous savez, je suis assez clair sur un fait. C'est-à-dire, il y a assez de débats autour des vaccins. On n'a pas encore fini de trancher sur je dirais, l'efficacité ou non à 100% des vaccins. Il n'y a pas de vaccin aujourd'hui qui guérissent, qui vous protège contre la Covid-19 à 100%. Il n'y en a pas encore. Même Pfizer, dont on parle de 95%, au fil du temps, ça chute. Quand vous prenez AstraZeneca, c'est autour de 110%. Et donc, quand c'est comme ça, c'est déjà un débat. Parce que à 100%, ça ne protège pas. Quand c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on est pressé d'aller administrer ça à nos enfants? À vous suivre là, on risque de ne faire aucun vaccin. Non, c'est pas ça, écoutez. Même les gouvernants l'ont dit, hein. Même les gouvernants ont communiqué là-dessus. On dit quelle est la capacité ou la possibilité pour chaque vaccin de protéger. Ce n'est pas moi qui le dis. Je n'invente rien. Ça existe, allez faire les recherches, vous allez comprendre. On fait comme quand vous me dites à m'entendre que c'est comme si on ne ferait jamais le vaccin. J'ai fait le vaccin. Oui, je suis d'accord. Donc vous aussi, vous êtes sûr que le vaccin que vous avez fait n'est pas totalement crédible et qu'à un moment donné... J'ai fait les recherches sur ce vaccin que j'ai pris avant de le prendre. Vos recherches personnelles, vous êtes transformé en scientifique. Non, c'est pas ça, cher bienvenu. Allez bien faire les recherches, allez questionner la science, demandez aux médecins. Ils vous diront clairement que tel vaccin, ce n'est pas à 100% que ça peut... Le gouvernement aurait fait ses recherches comme vous. Le gouvernement bienvenue. C'est à quoi que vous ne suivez pas peut-être aussi ce que dit le gouvernement par rapport au vaccin. Le gouvernement aussi sur les vaccins communique. Je sais très bien. Non, pas du taux de prévalence, ce n'est pas moi qui les invente. Je dirais quelque chose là. Pour faire un peu de bémol, je crois que le problème que pose Laurent par rapport aux enfants, c'est déjà de mesurer les effets secondaires que les adultes ont quand ils reçoivent les doses de vaccination. Et ces effets-là créent beaucoup de complications sanitaires. Est-ce que les enfants, nos enfants, sous les tropiques, avec toutes les difficultés qu'on a, seraient en mesure de supporter ça? Maintenant, le problème, c'est que dans l'offre de vaccination qui existe au Bénin aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir qu'il y a un nouveau vaccin qui est disponible, qui est Pfizer, et que dans le lot, nos compatriotes ont un choix plus large, et que si éventuellement pas de complications ou de voyage, certains enfants devraient être amenés à sortir du pays, bon, on pouvait faire le Pfizer. Et je reprécise, c'est vrai qu'aucun vaccin n'est aujourd'hui à 100% fiable et efficace. Ça, c'est une donnée qui est sur la table. Pour autant, nous tous, en tout cas, pour autant que nous sommes dans cette salle, nous nous sommes fait vacciner, donc c'est bien. Pour le moment, on n'a pas encore d'effets secondaires insupportables et on vit tous les jours, donc c'est bon. Ça veut dire que les gens peuvent se faire vacciner et ils doivent, pour se protéger et protéger les autres. Et donc votre option, c'est la prévention qui est nécessaire en mettant en place les dispositifs de lavage de mains, de distribuer les masques quand on sait qu'à chaque instant, n'importe quelle chose que vous touchez, vous pouvez donc attraper le virus. Oui, dans nos écoles, le gouvernement ferait mieux d'aller mettre les dispositifs de lavage des mains. Est-ce que ça revient au gouvernement? Je vous l'ai demandé tout à l'heure. Le gouvernement, d'abord quand je prends les écoles publiques, ça relève de qui? C'est du gouvernement béninois. Donc, en premier lieu, je ne peux qu'inviter le gouvernement à faire. Maintenant, de tout, je l'ai dit tout à l'heure, les bonnes volontés qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, s'ils ont envie d'aller faire des dons dans leurs écoles, les écoles dans leur localité. Quand vous prenez à Papa ici, il y a tellement de bonnes volontés que je connais, qui peuvent passer dans les écoles publiques, donner des dispositifs de lavage de mains, donner du savon, donner des masques. C'est de ça qu'il est question. Plutôt que de demander à ce qu'on puisse vacciner nos enfants, je pense qu'il faut agir sur ce levier-là, en attendant, en protégeant nos enfants. Et après, dès qu'on aura des vaccins sûrs, efficaces et fiables à 100%, on pourra généraliser vers nos enfants. Votre laboratoire est en train de travailler apparemment, donc que nous puissions avoir... Non. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de recherche. Le gouvernement béninois... Le journaliste par excellence, c'est quelqu'un qui cherche l'information et qui cherche à avoir les données scientifiques
correcte, sûre, concrète. Moi, j'ai travaillé et je crois que... Vous avez travaillé sur Pfizer aussi? Ce que je sais que vous savez ce que vous dites. Vous savez très bien que au-delà de ce que je donne comme information, vous avez ces informations, mais vous voulez peut-être pas porter le chapeau de cette information. Mais moi, je la donne parce que les données sont là. Ce n'est pas moi qui les invente. Allez faire les recherches un peu partout. Demandez aux médecins, ils vous diront. Mais le ministre aussi, c'est un professeur et titulaire. Même au ministère de la Santé, ils vous diront que tous les vaccins là, ce n'est pas à 100% fiable. Les vaccins ne sont pas à 100% fiables, mais il faut les faire parce que ici, ce que nous voyons, le ministre, en sa qualité d'abord, avec son statut scientifique, ne pourrait s'autoriser ces genres de, je dirais, entre groupe de bêtises, de dire qu'il faut... Je n'ai jamais dit que les vaccins sont inefficaces. Hein. Non, je n'ai jamais dit que les vaccins ne sont pas fiables. Hein. J'ai bien dit les vaccins sont efficaces et fiables, mais pas à 100%. Et ça, c'est à vérifier. Vous pouvez aller vérifier pour avoir la confirmation. Et donc, on va rester sur l'avis de Wilfried Noubadan sur la question qui faisait comprendre que, à moins que les enfants veulent voyager ou bien veulent aller à l'extérieur, on peut les faire, je dirais. C'est une option à prendre. C'est une option à prendre. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission Océan Actu de ce jour. Nous étions avec Laurent Tominkes et puis Wilfried Noubadan. Et à la présentation, bienvenue à Guassagon. Nous allons nous retrouver demain avec de plus en plus d'envie. C'est bien. À demain. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.